Bonjour à tous et bienvenue à la une. Ce soir, on va parler justement des motos Jakarta. Avec ce projet de régulariser un peu le secteur, les difficultés que cela a engendré, notamment la résistance de certains parmi eux. Et voilà, beaucoup de polémiques en perspective par rapport à cette question-là. Scolarisation des filles, la grande dame s'implique véritablement pour améliorer un peu la situation au regard justement du taux de scolarisation qui est encore assez faible. Véritablement, donc, elle a porté le projet pour effectivement améliorer ce secteur-là. Le pacte social, ça aussi c'est le président Diomaye qui en parle en Conseil des ministres d'ici mai 2025, c'est ça? Voilà, un pacte social sera donc signé entre les travailleurs, les syndicats et autres, tout ceci dans la perspective d'amélioration du niveau de vie des Sénégalais. On va sortir du pays un peu pour parler de la République démocratique du Congo. Les jeunes là-bas, ils sont tellement nombreux, tellement désœuvrés qu'ils s'impliquent dans des gangs extrêmement dangereux, appelés là-bas les Kuluna, qui sèment la terreur au niveau de Kinshasa, tuent les gens, agressent des jeunes de 18, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, le ministre de la Justice prend une mesure très forte, c'est simplement de les condamner à mort et de les faire exécuter. C'est un peu la solution trouvée par les autorités. Voilà un peu le sommaire. Merci en tout cas d'être là avec nous. Nous sommes avec Maudou Albert Ablaïbo, nos chroniqueurs habituels. Maudou, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir Abdoulaye. Ablaï, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir Abdoulaye Albert et Juma Moubarak à tout le monde. Moubarak, merci à vous. Nos salutations à nos techniciens du jour. Mbaye Mbengue assure les opérations au niveau de la régie. Et bien sûr, Diao ou Béchir, selon, ils sont au niveau de la radio, au troisième, la 87.5. Merci à vous. Voilà. Mais avant de commencer justement cette nouvelle qui est tombée, le décès de notre confrère, ami, journaliste Karim Diakhaté, qui venait souvent ici, surtout dans l'émission Actu Média tous les dimanches. Il nous accompagnait. Karim, très généreux, un très grand spécialiste de la géopolitique africaine, notamment les questions liées au Tchad, où il a beaucoup séjourné, le Mali, la Guinée, le Sierra Leone, le Niger. Un journaliste humble, très compétent, mais surtout très généreux, très ouvert. Karim, qui vient de nous quitter ce matin. Il a été inhumé au cimetière de Pékin. Voilà, nous présentons toutes nos condoléances au nom du président Mbagnick, DG Moussafa, qui le connaissent très bien parce qu'il venait souvent ici. Nous présentons nos condoléances donc à toute la famille de la presse, mais aussi à toute sa famille biologique. Voilà, que la terre lui soit légère. Alors, on démarre avec vous, justement, Mamadou. Les motos Jakarta, c'est un phénomène nouveau, contrairement à certains pays africains qui sont en avance sur cette question-là. Aujourd'hui, les jeunes trouvent par là une occasion peut-être d'avoir un peu d'argent, de se faire un peu d'argent, pourquoi pas. Un créneau peut-être porteur pour eux, véritablement. Mais un créneau que l'État souhaite voir un peu assaini, avec un peu de normes, les immatriculations, tout ça. C'est gratuit, mais malgré tout, il y a beaucoup de polémiques. Ouais, si je permets peut-être un mot, mes condoléances à notre confrère Diakhaté, à toute la presse, et également au groupe et son directeur général Mbagnick. Bon, c'est vrai que c'est une question qui devient quand même récurrente depuis quelques années. Les conducteurs de Jakarta font partie du paysage audiovisuel du secteur du transport. Ça a pris une ampleur. Ils estiment aujourd'hui à près de 400 000 jeunes qui utilisent ce moyen. Ça fait vivre ces jeunes, ça les occupe socialement, économiquement, ils contribuent à la gestion de leur famille. Donc ça devient un secteur social et économique. Mais malheureusement, ça a pris une telle ampleur que l'État n'a jamais su trouver la bonne réponse. Il y a une pagaille qui est aggravée maintenant par ces accidents. On constate que les gens qui meurent à cause de l'inexpérience ou de l'indiscipline ou même sur le plan professionnel, beaucoup ne savent même pas le code de la route. Donc ça, c'est impossible que l'État laisse faire. Bon, je crois que
En tout cas, jusqu'à présent, le projet d'assainir est bien accueilli par tous les acteurs. Bon. Mais malheureusement, il y a du bon côté, tout le monde dit que c'est bien. Le mauvais côté, c'est que quand il y a des incidences financières ou quand il y a des contraintes socio-professionnelles, c'est le côté négatif. Par exemple, qu'il faut nous former, il faut avoir s'impliquer pour être professionnel dans ce secteur avec toutes ces rigueurs. Il faut aussi payer la carte grise, l'assurance. Donc les incidences financières, c'est ça que les jeunes ne comprennent pas, c'est ça qu'ils rejettent. Il y a également l'autre difficulté qu'ils soulignent, c'est que il y a de l'anarchie. Par exemple, quelqu'un qui a une moto, qui a acheté la moto par pièce détachée, il ne peut pas te donner des papiers. C'est ça l'idée, je crois. Oui, parfois pour certains, ça sera difficile. Hein? Ils ne pourront pas trouver de papier. Ouais, c'est ça aussi. Tu as acheté ça par pièce détachée. Même la personne qui t'a vendu, ils disent qu'il est à l'étranger, ou tu ne le connais même pas, tu n'as aucune possibilité de te conformer à oui, c'est ça la difficulté. C'est une des difficultés pour ces gens-là. Une des difficultés. C'est ceux qui ont acheté, qui ont leur moto, qui travaillent, mais qui ne peuvent pas justifier l'achat. Maintenant, il y a les autres qui te disent que c'est trop cher. Mais il y a une partie quand même, pour moi, qui montre qu'il y a une mauvaise communication du gouvernement. Beaucoup adhèrent au projet. Par exemple, ceux qui sont professionnels, qui font dans le service, qui font des livraisons, eux, ils savent qu'ils doivent se formaliser. Oui. Ils acceptent le projet. Maintenant, la grande masse, c'est elle qui pose problème parce qu'il n'y a pas eu de communication, à mon avis, sur un projet comme ça. Vous ne pouvez pas dire que voilà, le Conseil des ministres est réuni, le Premier ministre a pris une décision, le ministre a pris une décision. Comme ça. Une cascade de décisions administratives pour un secteur par essence informel. Très informel. Non, très. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu de négociation ou de discussion même pour expliquer quel est l'esprit, la démarche du projet. Heureusement, moi, j'ai suivi un peu à Ziguinchor. Le gouverneur, il a tout de suite agi en disant réunissons-nous. Oui, discutons. Il amène la police, la gendarmerie, les militaires, la douane, les secteurs impliqués. Il discute, tout de suite, ça apaise. Ouais. Il n'a pris aucun engagement sauf discutons, les propositions, je les transmets à la tutelle. Qui vont en une journée, ça s'apaise. Ça, c'est bien. Donc, le gouvernement, je pense qu'il y a une mauvaise politique, à mon avis, de communication. Évidemment, comme tu as dit, les résistances de l'informel, c'est redoutable. C'est des gens qui ne savent pas, ils n'ont qu'une forme de résistance, c'est la révolte. S'ils sont 10 000, 100 000 à Dakar, s'ils circulent, ça fait un impact psychologique sur les populations. Et je crois que c'est pour dire que pour moi, vraiment, il y a un problème de communication sur le projet et aussi nécessité de discuter. Si tu veux formaliser, ça devrait être un projet test pour ce gouvernement-là. Ça devrait être un projet test. Est-ce qu'on est capable d'organiser un secteur où tu retrouves 400 000 Sénégalais? C'est une niche d'emploi. C'est une niche d'emploi. Ça devrait être un test pour le gouvernement de Sonko. Malheureusement, je crois qu'il y a des ratés quand même. À ce niveau-là, très bien. Alors, Ablaye, merci beaucoup. Ablaye, les motos Jakarta, c'est un problème. Je vous entendais la dernière fois dire qu'on est en train d'être comme le commandeur Ouagadougou, c'est pas moi. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup d'anarchie, des agressions sur Jakarta. Mais il y a également plein de Sénégalais, simplement des jeunes qui veulent par là trouver un moyen de subsistance. Et là, il faut assainir. Mais comme l'a dit Mamadou, certainement, c'est tellement informel que certains auront du mal certainement à suivre. Oui, vous me permettrez également de présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée de notre grand frère et doyen et confrère Karim Diakité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes du paradis par la grâce du prophète Mohammed alayhi salam et par la bénédiction véritablement du vendredi saint.
Qu'Allah l'accorde également à tous nos défunts. C'est vrai, quand on voit le secteur, on se dit que c'est l'échec du ministère concerné, des ministères, en tout cas du ministère concerné, suivant les ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère. Parce que le phénomène des taxis Jakarta, ça a commencé hors de Dakar. Et principalement à Kaolack, à Kaffrine, à Tamba, à Kolda, un peu à Ziguinchor. Il n'y en avait pas à Dakar. Il n'y en avait pas à Dakar, jusqu'au moment où on a commencé à vivre le phénomène des tchak-tchak. Autrement dit, les scooters qui transportaient des marchandises, des colis, etc., d'un point à un autre. Et par la suite, ces scooters ont commencé à faire véritablement du transport. À un moment donné, c'était interdit, mais le gouverneur avait pris, voilà. Maintenant, on a laissé faire et petit à petit, on a vu s'installer à Dakar des Jakartamen qui commençaient à véritablement faire du transport. Aux grandes dames des taximans qui ont eu à faire même des sit-ins, parfois interdits, des marches et tout, pour dénoncer véritablement un tel phénomène, surtout que ces gens n'ont ni permis de conduire, encore moins d'assurance. La seule chose qu'ils achètent, c'est le carburant, et tout ce qu'ils gagnent, c'est eux qui les gagnent et qui les mettent dans leur poche. Donc de ce point de vue, je crois bien qu'aujourd'hui, il est impératif de réorganiser. Il y a quelques mois, avec le ministre Mansour Faye, sous le régime du président Macky Sall, on avait lancé l'opération d'immatriculation des 2 roues. Mais malheureusement, ça a été un échec. Aujourd'hui, plus que jamais, Dakar est assailli, parce que Dakar, aujourd'hui, est pire que Ouagadougou. Hein. Oui, quand même. Quand on voit tout ce qui se passe, Dakar est pire que Ouagadougou, parce que là-bas, au moins, c'est réglementé. Donc, on peut se dire, c'est beaucoup plus réglementé, alors qu'à Dakar, il n'y a aucune réglementation. Là-bas, ils ont l'habitude. Voilà. C'est vrai qu'ils ont l'habitude depuis longtemps, depuis des années. Et on voit, à un moment donné, des jeunes qui quittaient le matin Thiès pour venir faire le travail à Dakar. Le soir, ils rentraient sur Thiès. D'autres venaient de Mbour. Le soir, ils rentraient sur Mbour. Maintenant, ils ne rentrent plus. Ils sont à Dakar. Et je peux vous assurer que parmi les Jakartamans, certains dorment à la Belle Étoile. Wow. Oui, certains dorment à la Belle Étoile. SDF, voilà. Vous allez à Castor, aux abords du marché, vous verrez des Jakartamans qui dorment sous véritablement les tables laissées véritablement par les commerçants la nuit. C'est difficile. Je crois bien que c'est parce que tout simplement, ils ne se sont pas organisés pour véritablement, à partir de leurs bénéfices même, à 3 à 4, pouvoir trouver une chambre et vivre décemment. Prendre le bain le matin et véritablement être... Non, parce qu'entre nous, il y a des taximans même ici qui dorment dans leur voiture. Oui. J'ai vu une vidéo dans laquelle mais... la jeune fille qui était transportée par un Jakartaman était en train de mettre du parfum partout. Voilà. Carrément. Voilà pourquoi, c'est parce que c'était pour montrer qu'il faut se laver. Oui, mais Hassan, écoutez, ces gens, ils gagnent chaque jour de l'argent. Ils doivent mieux s'organiser. Maintenant qu'on a décidé de les organiser, ils refusent l'organisation. À quelques jours du Gamou, des Jakartamans au niveau de la ville de Tewawan avaient organisé une marche et avaient caillassé les locaux de la mairie de Tewawan. Oui. Donc, si on laisse faire, je crois bien que demain, on voudra le faire, on n'aura pas véritablement ce qu'il faut pour, en tout cas, créer les conditions d'une bonne organisation de ce secteur. Et le pire indice qui puisse arriver au Sénégal, c'est que le secteur des Jakartois soit le premier convoyeur d'emploi. C'est le pire indice de développement. Mais ça, serait quand même oui, ce serait catastrophique. Et écoutez, j'ai été interpellé dans la rue par des jeunes qui sont des maçons, qui sont des carreleurs, qui sont des électriciens qui disent qu'ils n'arrivent plus à trouver d'apprentis. Qu'ils n'arrivent plus à avoir d'apprentis. C'est mieux pour eux d'aller chercher un peu d'argent. Parce que tous sont aujourd'hui dans le secteur de Jakarta. Et on le sait, sous peu, il n'y aura pas de jeunes formés par rapport à des emplois. Et on aura moins de jeunes qui seront formés pour devenir mécaniciens, pour devenir menuisiers, pour devenir carreleurs. Et c'est extrêmement dangereux. Alors que conduire un Jakarta, ce n'est pas un métier. C'est un métier frappé de précarité. Vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas de permis de conduire. Si vous faites un accident, vous n'avez pas de prise en charge parce que vous n'avez pas d'assurance. Voilà. Et combien de jeunes meurent et combien de jeunes sont amputés? Ça, on ne le dit pas. Il suffit d'avoir un ami docteur et qui vous dira, écoutez, au niveau de l'hôpital, surtout au niveau de l'hôpital Idrissa Pouye, la majorité des accidentés qui sont acheminés dans cet hôpital sont des accidentés véritablement de roues. L'autre élément, c'est qu'on vous demande
allez vous régulariser, vous avez votre plaque d'immatriculation, vous refusez, c'est que vous ne voulez pas véritablement vous ne voulez pas de la légalité. Autre élément aussi, il y a des Jakarta ou des scooters qui ont été volés. Qui ont été volés et qui ont été vendus à autrui. Donc, le receleur qui utilise le scooter volé pour faire véritablement le transport de personnes et de colis, ben, il ne voudra pas d'immatriculation parce qu'en réalité, il faudra qu'il puisse présenter le plus petit papier que l'on appelle le CMC. Donc, on va liquider la moitié. Hein? Oui, le CMC pour cela. Maintenant, pour les Jakarta, c'est moins grave parce que pour les Jakarta, la majorité des Jakarta sont achetés sur place, contrairement aux scooters. Parce que pour les scooters, souvent, ça vient par conteneur. Et souvent, le gars qui vous vend le scooter peut ne pas disposer du CMC. Mais il y a toujours moyen. Un moto 50, oui, on appelle 50. Voilà, il y a toujours moyen au niveau des services des douanes de pouvoir au moins trouver un papier par rapport notamment à l'acte de vente et d'autres papiers, qui puissent vous faciliter pour pouvoir disposer du CMC. Et à partir du CMC, vous faites les démarches nécessaires pour avoir l'ensemble des papiers dont vous aurez besoin. Mais le minimum requis, c'est au moins de pouvoir disposer d'un permis de conduire. Et la majorité de ces jeunes n'ont pas de permis de conduire. Il doit y avoir raison, ils ne connaissent pas le code de la route. Ils prennent les sens interdits. Et parfois, les agressions viennent aussi Oui, surtout pour ceux qui ne le savent pas, quand vous entendez le bruit du moteur d'un scooter de marque que l'on appelle, c'est la marque Beverly. Beverly, la majorité des agresseurs sont à bord des Beverly. Ah bon? Oui. Et nous qui connaissons bien véritablement ces motos-là, même de dos, si on entend le bruit de ce scooter-là, on se retourne parce qu'on sait que c'est un Beverly qui arrive. Et je ne dis pas que... Mais parce que c'est une moto puissante. Ah, un scooter, ça roule vite. Oui, c'est un scooter très puissant. C'est un scooter très puissant et c'est un scooter qui roule très vite. Et c'est un scooter qui peut, qui coûte cher et qui peut disposer d'un moteur de 250 cm3. Entre 125 cm3 ou 250 cm3, voyez-vous, c'est un moteur qui véritablement est assez puissant. Donc adapté aux actes. Voilà, adapté aux actes criminels. Et mieux encore, on ne sait pas parce que parmi ces jeunes-là, certains peut-être même peuvent convoyer du chanvre indien ou notamment de la drogue et tout. Donc je crois bien que dans les pays voisins, c'est les scooters qui servent aux djihadistes de moindre locomotion. Donc je crois bien que l'État doit rester ferme tout en créant les conditions d'une bonne communication et d'un bon dialogue afin que ces jeunes puissent comprendre qu'il leur faut aller se régulariser. Hassan, vous êtes à bord de votre véhicule. Si vous n'osez pas circuler sans véritablement une attestation de visite technique. Il y a trop d'heures de tracasserie. Vous n'osez pas circuler sans l'assurance. Oui, il y a tellement de... Vous n'osez pas circuler sans le permis de conduire. Et vous partagez les routes avec ces scooters qui n'ont ni permis de conduire ni assurance. Qui n'ont aucun papier. Taxis, hein, quand même. Voilà. C'est une concurrence de l'air. Ils créent des accidents. OK? Il vous casse votre rétroviseur, il vous casse votre phare et il ne s'arrête pas. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes dans une capitale et je crois bien que pour travailler à véritablement redonner à Dakar un autre visage, il faut quand même mettre de l'organisation dans le secteur des transports terrestres et particulièrement des deux roues. Je crois bien que tout citoyen dakarois, tout citoyen sénégalais doit aider l'État du Sénégal a véritablement pouvoir créer les conditions pour que les deux roues, en tout cas, se régularisent par rapport à l'obtention de la plaque d'immatriculation. Très bien. Merci Ablaye, merci Maodo. Justement, sur ce chapitre, beaucoup de choses à dire. On y reviendra, Inch'Allah, certainement. Et par rapport aux implications, parce que souvent il y a des implications politiques des jeunes qui pensent que oui, parce qu'on a soutenu le projet, on a porté le projet, on est en train de le trahir, etc. Mais je pense qu'il faut de l'ordre aussi, hein, quel que soit Alpha. Tout le monde sait qu'on ne peut pas laisser tous les secteurs verser dans une anarchie aussi de cette façon-là, avec des risques énormes pour aussi bien les Jakartamen que pour les populations. Merci, on progresse un peu. La scolarisation des filles, on n'en parle pas beaucoup. Ça, c'est des sujets un peu qu'on laisse en rade.
Alors que c'est extrêmement important dans des républiques comme ça, nos pays sous-développés, notamment le Sénégal. Il faut bien scolariser les filles. On a fait énormément d'efforts parce que je rappelle que dans les instituts ou à l'université, là on enseigne, généralement il y a une majorité de filles maintenant dans les classes. C'est ce que je remarque. Vous l'avez vous-même remarqué? J'ai remarqué, il y a une majorité de filles. Idem, parce que dans toutes les classes. Oui, il y a une majorité de filles maintenant. Sinon, rarement on voit une classe où il y a une majorité de garçons. Ça, il y a des efforts. Mais les efforts doivent être poursuivis parce que beaucoup de ces filles, quand même, se marient tôt, etc. Des enfants, laissent tomber, etc. Et donc, le taux d'employabilité est très faible aussi à ce niveau. Oui, je pense qu'il y a un parallèle avec cette histoire de Moto Jakarta, parce que les filles ne connaissent toujours la jeunesse. Bon, les filles, par exemple, depuis presque 2 décennies, tous les programmes convergent vers un soutien aux jeunes filles pour qu'elles restent, qu'elles aient à l'école, qu'elles y restent le plus longtemps possible. Mais malheureusement, il me semble qu'il y a un relâchement. Parce que ce qui inquiète tous les développeurs de base là, c'est que le décrochage, il devient massif. Elle peut se battre, faire le cycle primaire, avoir son certificat, aller jusqu'au BFM. Mais à partir du BFM, le chiffre baisse. Ce qui arrive à l'université, c'est une goutte qui arrive. Et cette goutte-là, elle ne reste pas. Ce qui fait que ce qu'on a investi sur les 2 décennies, on le perd. Et maintenant, c'est vrai que pour moi, il faut que l'État continue cet élan-là de soutenir. Mais la société, c'est elle qui fait pression, c'est elle qui explique ce décrochage-là. Parce que jusqu'à présent, marier sa fille, vous en avez 2 ou 3, le parent, ce qui l'omnibule, c'est il faut que ma fille se marie. C'est la première chose à laquelle il pense. C'est la première chose pour nos mamans, nos sœurs, parce que la fille est en danger. Oui, tout le temps. On peut l'agresser, on peut la violer. Elle peut tomber enceinte. Les grossesses précoces. C'est un phénomène qui montre clairement la démission de la société. Qui engrosse. Ce n'est pas des nu-pieds, c'est les parents, c'est les enseignants, c'est les proches. Les filles en grossesse, je pense qu'il y a le GEP qui a fait un travail excellent sur la sexualité dans nos établissements scolaires. C'est les enseignants, souvent qui violent, souvent qui engrossent. Si vous descendez dans le cycle primaire, c'est pire dans les zones où... on ne citerait pas les régions, mais la pauvreté est endémique. Donc je pense qu'il y a une part de responsabilité de la société et de nos chefs religieux. Même nos daras ne sont pas exclus. On sent de temps en temps, on a des informations que tel marabout a engrossé telle fille. Même le dara n'est plus à l'abri. On n'a plus le même dara qu'on a connu à l'époque des grands fondateurs. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le soutien de l'État, mais il faut aussi que la société prenne ses responsabilités, parce que quand même, les parents ont une part de responsabilité. La société est encore conservatrice. Mais parce que tu prends même l'enseignement supérieur, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont aujourd'hui au sommet de l'élite, mais elles n'ont pas de responsabilité. C'est très rare de voir un recteur femme. Patron de presse femme, c'est rare. Chef de parti femme, c'est rare. Donc au sommet, il y a un problème de sérieux, que les hommes n'acceptent pas de faire la promotion de l'élite féminine. Elles sont encore au bas de l'échelle. Il y a encore des réticences. Il y a des réticences. Elles sont marginalisées, elles sont frustrées. Je crois que vraiment c'est une question très sérieuse. C'est heureux quand même que la première dame s'implique dans ça symboliquement, mais ça ne suffit pas. Il faut une stratégie. Je pense que ça ne va pas suffire. Il faut que ça soit une véritable question. Le ministre l'a dit, il faut qu'on ait une société éducative. Notre société n'est pas éducative. Par exemple, quelqu'un qui... On parlait de Jakarta, c'est pour ça que je faisais le lien. Mais c'est inadmissible que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, il veut vivre de la moto. C'est pas possible. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Et en plus, il n'a même pas le réflexe de dire que mais il me faut quand même savoir le code.
mais il me faut un permis. Ouais. Pour ne pas risquer sa vie. Tu ne peux pas être en ville en 2025 et penser que tu peux conduire sans permis, sans savoir le code. Mais tu es un animal sauvage. Sans numéro d'immatriculation, c'est de la sauvagerie. C'est pas possible. Alors que quand même le transport, bon, mais c'est le cœur de la ville. Que c'est l'enjeu du transport. Pour moi, il faut que les jeunes comprennent que on va pas on circule pas comme ça de manière sauvage. Ça c'est pas bon pour notre société, c'est pas bon pour les jeunes. C'est la même chose pour donc les jeunes filles, parce que il faut que les parents quand même prennent conscience que bon, ces filles, moi j'en ai connu quelques exemples, que quand tu as engrossé, tu n'as même pas le BFM ou le bac, c'est fini pour ta vie. Ouais. Tu vas finir par dresser une table. Mais c'est fini. Peut-être vendre des trucs. Tes parents peuvent investir des millions et des millions. Une fois que tu as engrossé, tu as un enfant, ta vie scolaire est terminée. Et puis tu as encore du mal à avoir un mari aussi. Hein? Où est-ce que tu peux l'avoir? Je ne sais pas, on arrive, mais c'est parfois dramatique. Alors, pour la scolarisation des filles, la première dame s'implique, Madame Marie Faye. Alors, véritablement, c'est peut-être de bon augure pour améliorer un peu, parce que le tableau que décrit Mamadou, c'est ça. C'est-à-dire, plus on avance, moins il y a des femmes. Oui, c'est parce que pour moi, ce sont les femmes qui refusent de prendre les responsabilités. Depuis plusieurs années, on voit que les meilleurs élèves au Sénégal sont des filles. Oui. Au concours général, ce sont les filles qui raflent tout. Oui, elles prennent tout. Quand vous allez dans les instituts de formation, partout, pour toute filière, dans toutes les classes, de la L1 au master, dans toutes les classes, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Et même dans ces classes-là, les plus brillants parmi les étudiants, ce sont des filles. Les meilleures notes, pratiquement, ce sont les filles. Je ne parle pas maintenant des notes sexuellement transmissibles, passez-moi l'expression. Voilà. Donc, c'est un mal, malheureusement, pour véritablement la jeune féminine, parce qu'elle est exposée. Il y a véritablement des prédateurs sexuels qui usent véritablement d'une domination assez morale, ou véritablement qui sont dans des offres assez mirobolantes pour véritablement amadouer ces jeunes filles. Et ça marche parfois. Et ça marche. C'est pourquoi l'on parle de notes sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a des filles qui ne viennent pas à l'école, qui quittent le matin la maison, qui se promènent dans tout Dakar, qui entrent dans tous les bureaux, et à la fin de l'année, elles reçoivent leur diplôme. Comment elles font? Donc c'est assez problématique. Maintenant, je me dis qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité professionnelle, on y retrouve des filles, des femmes qui véritablement sont diplômées. Y compris l'armée maintenant, la gendarmerie, la police. La médecine militaire et tout. Et ce sont des filles, des femmes qui ont véritablement de l'expérience. On a eu une directrice de la communication et des relations publiques de la police qui a été une femme, Madame la commissaire Tabara Ndiaye. Ici, voilà. Je me rappelle. Donc, je crois bien qu'autant on en a dans d'autres secteurs. Donc, je crois même bien que... Anna Semou, oui, voilà. Il y a des commissaires, je veux dire des femmes commissaires qui ont été décorées dans le cadre des missions des Nations Unies au niveau justement de la région des Grands Lacs. Absolument. Donc, c'est une région difficile. Voilà, une région très difficile. Donc, je crois bien que pour moi, ce sont les femmes, et moi je le disais, oui, il y a moins de femmes à la tête des institutions, dans le gouvernement, dans toutes les instances de décision. Mais pour moi, ce sont les femmes intellectuelles, les femmes leaders qui doivent mieux s'impliquer dans la pratique de la chose politique. Il faut quand même qu'elles se disent qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles ont une place à prendre. La femme ne doit plus être reléguée au second plan pour applaudir, pour créer les conditions de l'organisation, pour travailler dans la propagande et tout. Je crois bien qu'à ça, on a dépassé le cap où lorsqu'un président étranger arrivait à Dakar, on mettait en rang des femmes, on leur donnait 5 mètres de Khartoum ou de Lagos, parce que dans le temps c'était le nom des 2000 francs, on les mettait dans des carniagadia. Je crois bien qu'aujourd'hui les femmes comprennent mieux. Et pour applaudir. Maintenant, ce qu'il faut pour moi, c'est à chaque fois qu'on aura des programmes pour femmes, ça participe pour moi à affaiblir les femmes. C'est comme si on les stigmatise. Voilà, c'est comme si, voilà. Mais c'est une discrimination positive aussi. Oui, mais vous savez, on parle aujourd'hui, moi je ne crois pas à ces concepts-là. Le concept de genre, je ne crois pas. Genre. Moi je ne crois pas. Ce sont des concepts occidentaux qui, à mon avis,
sont des concepts creux. Ça sert beaucoup plus à stéréotyper. Oui, voilà. Des concepts creux qui ne répondent pas à nos réalités. Nous, Sénégalais, Africains, nous avons des réalités qui sont historiques, qui sont culturelles, qui sont, etc., etc. Je rappelle que chez nous, lorsque les femmes votaient dans les 4 communes, je crois bien qu'en France ou ailleurs dans le monde, il était rare, même aux États-Unis, les femmes ne votaient pas encore. Ouais. Donc je crois bien que nous avons une longue tradition qui puisse véritablement, ou qui place la femme, même plus loin. Je dis encore une fois, en Afrique, ce sont des noms de femmes, les Djemboï, les Aline Sitoé, etc., les femmes d'Ender. Donc je crois bien que la femme a toujours occupé une place importante dans la société. Elle a toujours joué un rôle. Voilà. Fawadouele et tout ça. Les femmes ont toujours joué. Je rappelle que même pour les rencontres au niveau africain par rapport à des congrès pour l'accession de nos pays à la souveraineté internationale, ce sont des femmes qui ont eu à jouer des rôles assez importants. Vous avez vu la Grande Royale avant l'aventure ambiguë. Voilà, sa responsabilité. Oui. Alors apprendre chez le blanc l'art de vaincre sans avoir raison. Voilà, vous prenez les femmes qui ont joué un rôle prépondérant dans la lutte des indépendances au Sénégal. Ok, vous prenez les Caroline Faye et tant d'autres. Je crois bien que... Donc, ça veut dire que nous avons toujours donné une place importante, justement, à la femme. Maintenant, si maintenant les femmes se regroupent dans des regroupements, excusez-moi de la redondance, pour véritablement dire nous luttons pour que la femme ait, pour que la femme suive, pour que la femme, mais cela pour moi dénote d'une mise en évidence de la faiblesse de la femme à pouvoir en tout cas jouer des rôles assez importants. J'ai toujours milité pour que les femmes se lèvent au même titre que les hommes, créer leur parti, appeler des femmes, appeler des hommes et devenir patronne du parti. J'ai toujours plaidé pour que les femmes travaillent dans la consolidation véritablement de coalition pour véritablement mener des combats et que l'on ait une femme à la tête de cette coalition-là. Mais comme les Mimi Touré, voilà, si on continue à dire non, les femmes, on doit leur donner la place, oui, il faut respecter la parité, on voit qu'on lutte contre les femmes n'occuperont jamais de hautes responsabilités. Il faut quand même que les femmes comprennent cela. Et les femmes qui militent justement pour les idées féministes, je dis à Hassan, ces femmes-là, ce sont des femmes intellectuelles, ce sont des femmes leaders. Elles doivent également s'imprégner de la politique pour, en tout cas, donner à la femme la place qu'il faut. Je crois bien que les hommes, ils sont dominants, ça c'est dans l'ordre naturel des choses, mais aujourd'hui, la femme peut véritablement occuper une place importante. Au Ghana, pour la première fois, il y a une femme vice-présidente. Oui. Pour l'administration Biden, c'était une femme, Kamala Harris, qui était la vice-présidente. Ailleurs dans le monde, dans des pays où c'est 200 millions de musulmans, il y a eu des femmes premières ministres. D'accord? On a vu l'époque de Benazir Bhutto, etc. Donc je crois bien qu'ici également, les femmes doivent mieux comprendre les enjeux et les vivre autrement que véritablement de rester dans ce carcan où l'on parle véritablement de genre ou de problèmes de féminisation de tel secteur. Je crois bien qu'à ce niveau-là, à ce rythme-là, elles seront toujours reléguées au second plan. Absolument. Les femmes, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Véritablement, on ne peut rien faire sans les femmes dans une société. Les sociétés africaines ont toujours donné un rôle extrêmement réservé, un rôle extrêmement important aux femmes. Je dis ça doit continuer sous d'autres formes, véritablement, en essayant de promouvoir ce que d'autres appellent l'égalité, mais en réalité, qui est une sorte d'entente commune, de complicité qu'il y a toujours eu dans les ménages, dans les foyers, dans les administrations, partout, où les femmes jouent un rôle extrêmement important, extrêmement névralgique. Bonne continuation à la première dame, c'est ce qu'on va dire. Et nous, on continue également ici, tranquillement, pour parler, Mamadou, du pacte social. Là aussi, on est toujours dans le sillage. Cette fois-ci, décidément, on va laisser la politique de côté. Pour une fois, carrément,
effectivement, le pacte social, le président de la République donc, en a parlé au Conseil des ministres. D'ici le 25 mai, il faut un pacte social, peut-être un dialogue social pour permettre une discussion beaucoup plus large entre syndicats, travail, éviter les conflits, les grèves, les tensions, et tout ça. Peut-être qu'on pourrait y arriver parce que ça nous a coûté cher en termes de pertes avec les grèves dans l'enseignement, les secteurs névralgiques, quoi, la santé. L'enseignement supérieur, mais c'est terrible comme tension à chaque fois. Non, je pense que c'est le gros problème de tous nos gouvernants, comme tu l'as dit. Hein. Toutes les crises qu'on a vécues au Sénégal, pour l'essentiel, partent des questions sociales. C'est soit un engagement qui n'est pas respecté, ou soit c'est une priorité des travailleurs ou des enseignants, des étudiants qui n'est pas prise en charge. Donc les questions sociales méritent, je pense, peut-être de nouveaux traitements. En ce sens que le pacte social, il existe depuis Abdou Diouf, les concertations entre les trois partenaires, l'État, le privé et les syndicats. Ça, c'est dans notre tradition de gouvernance. Mais malheureusement, le social n'a pas encore connu la réponse adéquate. On prend, comme tu as dit, tous les accords que Macky Sall, président de la République, a laissés, ne sont pas appliqués. Oui. Donc ce nouveau régime a un problème de passif qui est énorme sur le plan social. Que l'État est une continuité, il y a eu des engagements. Est-ce que Diomaye devrait les appliquer? C'est une question. Maintenant, je pense que Ousmane Sonko a eu raison de dire qu'il faut faire un exercice de vérité. Il faut dialoguer dans la vérité. Que pour moi, c'est vraiment ça le premier enjeu. C'est que tous les partenaires, ça c'est l'État, le privé et les syndicalistes, qu'on discute sur la faisabilité. C'est ça la grosse question. Un État qui ne fait que promettre, qui n'a pas les moyens, ça ne marchera pas. Il ne peut pas arrêter les grèves. Il y aura d'attention. Le syndicat, il n'a que la grève comme arme. Ouais. Et je crois que ça, c'est quand même important qu'il y ait ce dialogue-là avec les syndicats. Mais de notre côté, moi, je commence à avoir beaucoup de réserves sur sur ce format-là. C'est-à-dire que on ne discute qu'avec les secteurs que tu as nommés, c'est-à-dire l'enseignement, la santé, le transport. C'est là où il y a les syndicats forts. Voilà, qui sont très bien organisés. Donc l'État, le gouvernement négocie qu'avec les forts. Oui. Mais par contre, tous les autres... Les agriculteurs. Tous les artisans, les pêcheurs. C'est eux qui tiennent notre économie. Voilà, c'est eux qui tiennent l'économie. Ils n'ont aucune place dans le dialogue social. Parce qu'ils ne sont pas organisés en syndicat. Voilà. Et je crois que ça, moi je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce que ce pacte-là ne devrait pas être élargi à tous les acteurs? Si on veut améliorer le niveau de vie des ménages. D'autant que la question de fond du dialogue social, c'est le pouvoir d'achat. Surtout ça. Et donc, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui souffre de son pouvoir d'achat, c'est les producteurs. C'est les artisans. C'est les gens qui n'ont même pas de salaire, le secteur qui primaire, n'ont aucune sécurité sociale. Les vacataires de l'université. Les vacataires aussi. Ils n'ont pas recruté. Donc, je pense que le gouvernement devrait élargir le champ du dialogue social et avoir maintenant un pacte national qui ne sera pas un pacte avec ceux qui, entre guillemets, ceux qui gueulent trop. Les grands protestataires. Mais qu'il y ait un pacte national, mais sur 5 ans, c'est possible. Que les Sénégalais s'entendent, par exemple l'État, le secteur privé. S'ils ont un planning sur 5 ans, c'est ça qu'on va faire au niveau salarial, c'est ça qu'on va faire au niveau subvention des prix, c'est ça qu'on va faire. Qu'on ait un plan directeur de gestion du social, je pense que c'est plus stabilisateur. C'est mieux. Je crois que si le Premier ministre arrive à avoir un tel outil, je crois que ça peut apaiser, d'autant que pour moi, la difficulté de Diomaye pour les 2 ans à venir, c'est le front social. Mais parce que ça risque d'être en ébullition. C'est en tout cas le risque parce que les majeur gens sont impatients. C'est ça qui peut déstabiliser le régime. Voilà.
Ouais. Merci Maudou. Ablaye, sur le pacte social, aujourd'hui également le gouvernement a un projet à ce niveau. Le but final, c'est d'améliorer le niveau de vie des ménages, avec bien sûr la stabilisation au niveau des différents secteurs, des syndicats, travailleurs, etc. Trouver un terrain d'entente, un apaisement qui puisse permettre un peu l'épanouissement de tous les secteurs économiques importants. C'est d'une nécessité absolue, surtout que depuis plusieurs mois, je crois bien que ça a commencé sous l'ancien régime, les travailleurs du secteur primaire sont toujours, en tout cas, ont toujours les crocs assez bien aiguisés. Et justement, ils roulent dans les brancards et ils menacent véritablement d'aller encore en grève. Il y a également d'autres secteurs, qu'on le veuille ou non, qui sont un tout petit peu en ébullition. Et de ce point de vue, je crois bien qu'avoir un pacte social, c'est de grande importance pour permettre justement aux acteurs de pouvoir échanger. L'école également, je crois bien que j'ai toujours dit que pour moi, un dialogue entre enseignants, syndicats d'enseignants et gouvernement ne se passe pas en pleine année scolaire. Je crois bien que les grandes vacances peuvent être une bonne période sabbatique pour discuter des grands problèmes de l'école et aller dans le sens, en tout cas, de pouvoir trouver des solutions et anticiper sur tout événement malheureux qui pourrait se produire durant l'année. En 2016-2015, il y avait des accords qui avaient été signés, c'était sous Serigne Mbaye Thiam, l'on parlait d'accords réalistes et réalisables. L'État également ne doit pas aller dans le sens de signer des accords tout en sachant que ces accords ne seront pas réalisés parce que cela ouvre à d'autres C'est ça qui crée les tensions. Voilà, cela ouvre d'autres tensions. C'est ça qui crée les tensions. Et malheureusement, vous voyez, c'est récemment justement que dans la fonction publique locale, il y a eu véritablement moins de soubresauts parce que pendant pratiquement 2 ans, la fonction publique l'école était également en grève. Donc c'était le service minimum qui était assuré. Donc je crois bien que le Haut Conseil du dialogue social, les départements ministériels concernés, ainsi que les syndicats des différents secteurs d'activité professionnelle, ainsi que le secteur privé, doivent créer un cadre, un comité ad hoc pour moi, pour aller dans le sens, en tout cas, d'anticiper sur les difficultés de tel ou tel autre secteur afin de pouvoir discuter, échanger, et que l'État, par moi également, puisse communiquer par rapport aux difficultés qu'il peut traverser au moment où... la bonne communication. Voilà, la bonne communication. Oui. Parce que l'État peut traverser des situations graves, des situations difficiles. Écoutez, si nous vivons une inflation ou une spéculation exogène, forcément, nous le ressentirons à l'interne. Donc, je crois bien que s'il y a des questions de cette nature-là, d'approche économique, il faut que l'État puisse anticiper dans l'ensemble, de donner la bonne information, afin que tout travailleur de tel ou tel autre secteur puisse au moins retenir des faits de cette nature-là. Et peut-être il y aura moins de problèmes par rapport à la résolution justement des conflits. Justement, voilà, je pense que c'est important. Le pacte, ça ne suffira certainement pas. Il faudra dialoguer, dire les choses telles qu'elles sont, la vérité aux gens, mais aussi essayer de mieux travailler à mettre en place les différentes politiques qui ont été annoncées. Et ça prendra un peu de temps, mais je pense qu'il faut y aller. Ça demandera du temps, du courage, voilà, de la détermination, mais aussi du dialogue. Sinon, il y aura beaucoup de tensions. Parce que les gens ne vont pas... Vous savez, quand on frappe le portefeuille, continue de cette façon-là, l'inflation, la cherté de la vie, les gens ne peuvent pas ne pas agir, ne pas réagir. Et souvent, pour tous les régimes, leur opposition, c'est la demande sociale. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Alors, on avance, dernier chapitre, dernier virage, en RDC, République démocratique du Congo, qui est assez lointain du Sénégal. Le géant d'Afrique, c'est un peu un État, l'Allemagne d'Afrique. C'est très grand, c'est très riche en minerais. Mais il y a beaucoup de difficultés avec le président Félix Tshisekedi. Des jeunes, là-bas, comme au Sénégal, des ouvriers qui n'ont pas d'emploi, qui malheureusement versent dans la délinquance à haut niveau, en tuant les gens, en semant la tyrannie, en massacrant, en violant. Et le ministre de la Justice a trouvé un moyen, il dit, puisque vous réagissez comme ça, nous aussi la solution, c'est quand on vous prend, on vous condamne à mort, on vous exécute. Et les exécutions ont commencé en masse. On les appelle les Koulouna. Mamadou, quelle solution terrible. Alors, une situation par rapport au chômage des jeunes, le fait qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas bien encadrés. Cette jeunesse africaine-là, je dis avec des solutions extrêmes de ce genre, comment on peut analyser cette situation? Non,
disons, comme tu l'as dit, que le Congo et ses paradoxes, c'est un grand pays, un pays très riche, mais malheureusement un pays instable. Le Congo pratiquement n'a jamais vécu dans la stabilité sur 10 ans. Depuis le départ depuis Zaïre, le départ de Mobutu. Mobutu. Donc c'est un pays en guerre. Cette jeunesse-là, elle a vécu, elle vit encore dans la guerre. Oui, avec la M23. C'est une situation tragique pour la jeunesse, hein, que malgré les efforts de stabilisation démocratique, sur le plan social et économique, c'est un pays extrêmement pauvre. Et c'est les jeunes qui vivent cette tragédie-là. Beaucoup vont aller dans les rangs de la rébellion. Pour l'essentiel, hein, que ces jeunes-là, c'est eux qui nourrissent les bandes armées, c'est eux qui nourrissent... Au Mali, au Burkina, dans tous les pays africains, c'est le même schéma. Que quand la jeunesse n'a pas d'emploi, qu'elle vit une tragédie, qu'il y a une guerre, en général, c'est la chair à canon. Parce qu'après, tu es payé. Voilà. Je crois que c'est l'explication. Maintenant, la réponse qu'il donne, moi, je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas liquider une jeunesse comme ça. J'espère que c'est une mise en scène. Non, c'est tout ce que je peux espérer. Je pense que c'est une fuite en avant. L'État a une responsabilité par rapport à la jeunesse. La jeunesse africaine, pour moi, c'est la bombe à retardement. Absolument. Autant c'est l'avantage qu'on a, autant c'est peut-être ça l'avenir de l'humanité, mais c'est une bombe. C'est cette bombe-là, c'est une bombe sociale. Il faut savoir la gérer et ne pas donner encore de prétexte à toutes ces rébellions-là. Parce que si vous systématiser cette démarche, mais tous les jeunes vont aller dans la rébellion. Vous leur donnez un prétexte idéal. Au moins là-bas, ils seront en tenue, ils seront formés, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour mener la guerre. Et je crois que ce n'est pas une bonne approche. Très bien, merci Mamadou. Alors, Ablaye, un sujet assez dramatique quand on voit sur les réseaux sociaux les clounards avec les exécutions décidées par le ministère de la Justice, parce que les gens n'en peuvent plus. Ils sont tellement terrorisés par ces jeunes, leurs propres enfants, leurs propres petits-enfants, qu'aujourd'hui, Kinshasa, les gens ne dorment pas. Oui, il y a beaucoup de pays dans cette partie de l'Afrique qui ont malheureusement la malchance de vivre de tels fléaux. Sous Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, on parlait véritablement... Des scorpions, comment les appeler? Des loupards. Avec les microbes. Voilà. Les microbes, mais jusqu'au moment, jusqu'à une date récente, les microbes étaient encore en Côte d'Ivoire. Mais là, il y avait beaucoup d'agressions, beaucoup de tueries, et il y avait véritablement la mise en place du groupe des loupards pour véritablement exécuter. Parce que si vous preniez un malfrat, c'était pratiquement... Finalement, c'est les Ivoiriens qui ont réglé le problème. 10 000 francs la tête. Il paraît. Oui, en son temps. Si vous prenez... Oui, 10 000 francs la tête. 10 000 francs par tête. Donc, et vous pouviez recevoir au-delà des primes beaucoup plus conséquentes. Les microbes également... les microbes. Oui, les microbes, c'est des enfants de 10 ans à 15 ans. Mais qui sont très dangereux. Très violents. Très violents, très dangereux. Très violents et très dangereux. La police n'hésitait pas à tirer sur eux. Mais comment on en est arrivé là avec des jeunes parce que ce sont des jeunes qui quittent des quartiers désœuvrés et qui sont recrutés par des bandes et qui les forment véritablement au vol et à l'agression à main armée. Ils sont armés de coupe-coupe, ils ont même par moments des armes à feu. Je vous dis, des armes à feu. C'est le même phénomène que l'on vit à Rio de Janeiro, au Brésil. Parce que dans la rue, les microbes circulent. Vous avez votre sac en pleine rue, ils vous agressent, au vu aussi de tout le monde. Si vous ne résistez pas, ils prennent tout. Donc, si ça arrive également à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est également des jeunes qui viennent des quartiers désœuvrés. Parce qu'il y a un modèle de gouvernance également là-bas qui, malheureusement, a fini de créer une aristocratie politico-économique. Mais ça, donc, depuis Mobutu, en passant par Kabila père, Kabila fils, jusqu'à le Tshisekedi. Ils se sont enrichis. Donc, ce phénomène-là, demain, tu
tu peux entendre en parler à Yaoundé, parce que c'est toujours la même oligarchie politico-financière. Oui. Ici, heureusement, nos jeunes vont prendre les Jakarta. Voilà, heureusement, voilà, pour le moment, c'est le fléau des Jakarta. Voilà. Pour le moment. Donc, on comprend aisément. Et dans le Nord Kivu, beaucoup de jeunes également qui ont quitté, qui sont des déplacés, sont arrivés à Kinshasa. Sans maison, ils dorment en fuyant la guerre. Ouais. Voilà, d'autres sont à la frontière de l'autre Congo, où véritablement il y a des déplacés qui sont arrivés jusqu'à Pointe-Noire. Parce qu'il y a le fleuve. Voilà. Donc je crois bien que là, il y a beaucoup de choses à faire et que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités, mais en n'allant pas dans le sens d'exécuter comme ils le disent, mais de plutôt créer des centres de réinsertion. Je crois. Oui, de réinsertion pour véritablement que ces jeunes puissent comprendre, comme ça se fait au Nigeria, dans plusieurs quartiers désœuvrés, par véritablement la magie des start-up, mais également des danses urbaines. Il y a véritablement des jeunes dans les quartiers. En France, par exemple, il y a dans beaucoup de quartiers où les jeunes de la banlieue sont récupérés autrement par rapport véritablement à des formations de quartier, avec des ingénieurs, avec des avocats, avec des juristes. Il faut quand même que nous aussi, nous ayons ce réflexe-là pour former autrement nos enfants, former autrement nos jeunes, par rapport à des sujets, assez passionnants, avec les start-up, avec les danses urbaines, avec l'art et la culture. Véritablement, ça peut créer les conditions pour sortir les jeunes du banditisme. Absolument. Alors, ce sera le mot de la fin. On espère bien pour la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour les anciens, mais aussi pour tous les pays d'Afrique où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire de ces jeunes. C'est très compliqué au Sénégal. Ici, on parle de Jakarta parce que les jeunes n'ont pas le choix. Il faudrait bien trouver des politiques hardies. Je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, dans les prochaines années, l'Afrique devra pouvoir s'occuper de ces jeunes dont beaucoup versent dans la délinquance parce que simplement, ils sont désœuvrés. Merci à Modou Chalbert et à Blaimbo, nos chroniqueurs habituels. Merci à Mbaye Benguidjeng pour le travail à la régie. Merci aussi à Bachir ou à Diao au niveau de la radio la 97.5. Merci surtout à vous d'avoir suivi. Excellent week-end. On se retrouve Inch'Allah lundi. Merci et au revoir.